Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, c'est la fin de la grève des médecins au Kenya. Les médecins au Kenya ont décidé de mettre fin à une grève qui a duré 100 jours, paralysant le secteur de santé dans le pays. On a annoncé dans un titre, donc c'est la fin d'une longue grève des médecins au Kenya. Donc les médecins kenyans ont décidé de mettre fin à une grève qui a duré 100 jours, excusez du peu, paralysant dans le secteur de la santé dans ce pays. Des responsables syndicaux représentant le corps médical ont conclut ce mardi un accord avec le gouvernement. Cependant, le différend qui a mené à la grève n'a pas été résolu, a déclaré le docteur Umu Oluga, le chef du syndicat des médecins du Kenya. Les grévistes réclamaient l'application d'un accord avec le gouvernement signé en 2013. Il stipule que le salaire actuel soit triplé. L'accord prévoyait donc également de recruter plus de médecins et de mieux équiper les hôpitaux publics. Ces derniers mois donc, plusieurs tentatives pour mettre fin à la grève avaient échoué. La conséquence de la grève, quelques 5000 médecins du secteur public ont participé à ce mouvement. La grève a eu de lourdes conséquences sur les malades, on en doute. Et certains ont été dirigés vers des cliniques privées trop chères pour la majorité de la population. En Somalie, dont des pirates somaliens sont soupçonnés d'avoir détourné un cargo pétrolier sous pavillon sri-lankais dans le golfe d'Aden, au large des côtes somaliennes. Si l'incident est confirmé, il sera le premier détournement d'un navire marchand par des pirates somaliens depuis 5 ans. Le navire avait émis un signal de détresse depuis hier lundi soir. Son équipage, dont il précisait que le pétrolier était approché par des bateaux en grande vitesse. Son système de repérage aurait été ensuite éteint. Le navire était en route vers Djibouti, donc vers la capitale somalienne, Mogadiscio. Il aurait ensuite donc été détourné vers la côte du Puntland. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, c'est donc dans le strict respect des lois de la France que nous allons débattre ce soir. Il sera donc question de comprendre comment les vivres dits homogames africano-africains vivent en couple ici en France dans un contexte qui est différent du leur. Pour nous accompagner durant donc tout ce mois, nous serons avec le psychologue clinicien Louis-Marie Essémé. Bonsoir Louis-Marie. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Autour de la table, elles sont des femmes originaires d'Afrique. Il y a un fort soupçon, un préjugé tenace qui pèse sur ces dames. Généralement, on trouve que lorsqu'elles arrivent en Occident, elles deviennent beaucoup plus prétentieuses que les Européennes. C'est assez difficile à accepter. En préparant cette émission, j'ai rencontré plusieurs dames qui me disaient que non, ce n'est pas ainsi. C'est que généralement, c'est l'autre, c'est-à-dire c'est l'homme noir qui devient souvent un super mari qui veut s'imposer et qui s'impose à tout de forceps. Et donc, les dames nous diront pourquoi les choses semblent ainsi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les dames qui sont venues de l'association des Congolais du Grand Lyon
prévoit donc une réflexion. Ce sera le samedi, ce sera le 18, c'est ça? Samedi 18. Oui. Et la thématique précise de ce débat, ce sera sur quoi? En fait, on a voulu trouver un sujet où chaque femme serait assez libre de débattre et de sa vie familiale et de sa vie professionnelle, ou non, ou pas professionnelle non plus, puisque dans professionnel, on voit aussi le choix d'exercer une profession ou de faire autre chose. En fait, le but, ça serait de voir comment, justement, ces femmes qui vivent aujourd'hui en Europe, on va pas borner sur les femmes africaines, c'est ouvert à toutes les femmes. C'est comment, justement, la femme arrive à garder cet équilibre entre une vie familiale où il faut tenir compte de la société et sa vie professionnelle, choisie ou pas choisie, également, en fait. Donc, voilà le... Yolène Vienne, rappelons donc que Yolène Vienne est la responsable de communication, des relations extérieures de l'association des Congolais du Grand Lyon. Elle est accompagnée donc par Marie-Vonne Kombélé. Bonsoir, fois de plus, Marie-Vonne. Bonsoir. Et merci d'être là ce soir pour débattre donc sur cette difficile question en fait de cohésion entre la vie de couple et la vie professionnelle. Mais nous, ce soir, on aurait comprendre dans le passé, de manière empirique, nous n'avons pas de chiffres, nous n'avons pas de statistiques en fait sur sur cette réalité-là. On notait que l'homme africain qui arrivait en Occident pour une raison ou une autre, d'accord, à un moment il se faisait une petite place, on va dire au soleil, par rapport à ceux qui sont sur le continent, faisant la démarche pour aller chercher soit s'adulciner, l'âme sœur qu'il avait laissée, ou alors d'aller chercher une épouse, soit proposée par la famille, ou alors simplement se mettre à la recherche d'une femme qui lui conviendrait et l'amener ici. C'était dans le passé. Aujourd'hui, ça se passe encore, mais c'est plus très courant. Et aujourd'hui, de manière empirique, je précise, en fait, on remarque que les femmes aussi le font. Et ce n'est pas un tort. La question qu'on se pose, mais y a-t-il pénurie d'hommes au point où elles sont obligées d'aller chercher au bled, comme disent certains, pour parler comme au quartier, ou alors cela cache un réel problème, une réelle difficulté de couple entre Africains, ou alors la femme africaine aujourd'hui se retrouve vraiment en sérieuse difficulté dans un contexte socio-culturel qui n'est pas le sien. Également, je ne l'ai pas oublié, elle s'appelle Natacha Mengue. Bonsoir Natacha. Oui, bonsoir. Vous nous direz la vôtre. Alors, pour comprendre un tout petit peu pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas, qui ne vous connaissent pas, de manière à ce que chacune d'entre vous puisse nous dire clairement les choses. Yolène Vienne, oui. Vous êtes en couple aussi? Oui, je suis mariée. Vous êtes mariée? Oui. Et l'âme sœur, vous êtes partie la chercher en Afrique ou vous l'avez trouvée ici? Je l'ai trouvée ici. Et tout se passe bien, on imagine? Oui, tout se passe bien. On est parents d'une petite fille. Et je pense que il faut... Enfin, pour répondre à votre question, Noël, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait aussi, moi je dirais, un phénomène peut-être socio-culturel, où quand les hommes arrivaient justement en France, donc là on va parler dans les années 80, effectivement il y avait une vague d'étudiants, moi je vais parler le cas des étudiants congolais, qui arrivaient, et donc qui avaient déjà commencé à avoir une vie, on va dire, sentimentale au pays. Et donc je pense que quand un couple se forme au pays et qu'il y en a un d'eux qui part, notamment l'homme, la promesse est faite que l'homme revient chercher sa femme. Donc dans ces années 80, ça s'est beaucoup fait. On a vu beaucoup des oncles, des frères, des cousins qui sont allés. Et souvent, justement, c'est là où on rencontre des difficultés, parce qu'on arrive avec des idées toutes faites, aussi bien l'homme que la femme. Moi, je veux répondre à la question qui est pourquoi, de nos jours, les femmes ont tendance à aller importer, excusez-moi du terme, les hommes des pays, de nos pays, en fait, d'où l'on vient. À votre avis, pourquoi elles le font aujourd'hui? Alors, moi, j'ai juste, je pense, je ne peux pas répondre à leur place, puisque moi, ça fait 18 ans que je suis mariée, mère de jumelles, Koumouépéa, d'ailleurs. Il est d'ici ou de Alors, là-bas? mon mari est de là-bas. Ah, merci. Mais on s'est rencontrés par hasard.
Donc, il n'y a pas eu de... Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Est-ce qu'il nous écoute? Je l'espère. Bien. Parce que ce que vous dites ce soir, il va l'entendre. Je lui ai demandé, bien sûr, et je n'ai pas peur de le dire, car il sait qu'en général, je m'exprime. J'essaye vraiment de ne pas blesser, parce que c'est contraire donc à mes normes, mais je dis ce que je pense. Alors, l'homme en tant que tel, donc, a ses exigences. La femme, idem. Quand on arrive dans un pays étranger, on a tendance à avoir des souvenirs, des choses qui nous permettent de continuer, une culture. Et quand on ne s'y retrouve pas, on se dit, peut-être qu'en essayant autrement, je peux m'en sortir. Je pense que c'est là toute la démarche de ces femmes qui vont les chercher, qui vont chercher au pays. C'est pas dans le sens où je vais importer un homme qui deviendra mon esclave. Non, je pense qu'elles se disent, au moins là-bas, je trouverai toujours les valeurs auxquelles je suis attachée. Bien. C'est votre point de vue. Je me tourne vers Natacha. Oui. Alors, pour vous, Yolène Vienne nous parle d'une bonne épouse. Oui, elles ont bien développé, elles ont bien parlé déjà. Elles ont dit ce que... Oui, allez-y. Ce que je pensais déjà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour être une bonne épouse? À votre avis? À mon avis, une bonne épouse, c'est déjà une femme qui est épanouie. Épanouie dans quel sens? Dans sa vie privée. Et comment? Parce que la bonne épouse et la femme épanouie, c'est vrai qu'il y a peut-être une nuance. Notre psychologue clinicien, Louis-Marie Essène, qui a accepté de nous aider dans cette difficile réflexion, nous dira peut-être ce que c'est qu'une femme épanouie, une bonne épouse. Et pour vous, la bonne épouse, elle est comment? Les critères d'une bonne épouse? Les critères d'une bonne épouse, c'est... Soumise, par exemple? Non, on n'est pas obligé d'être... Pas de soumission? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est une femme, je dirais, qui répond aux attentes de son homme et vice-versa. Parce que moi, je peux rendre mon homme heureux si je le suis aussi. Bien, elle peut rendre l'homme heureux que si elle l'est. Ça veut dire effectivement que le monsieur doit se débrouiller à rendre l'épouse heureuse. Après ce tour de studio, je me tourne vers Louis-Marie Essène. Dites-nous, parce que j'ai pas bien compris où est la difficulté. Pourquoi aller le chercher là-bas, par exemple, et non ici? Il y a un problème. L'impression qu'on a, c'est qu'il y a une réelle difficulté à vivre en couple ici. L'homme le faisait, l'homme le fait encore. Maintenant, les femmes y vont. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est une question qu'il faut poser à partir des trajectoires personnelles. On ne peut pas généraliser. Je reviens à la question d'abord que vous avez posée initialement, à savoir une bonne épouse. C'est une notion assez relative, mais je crois que là, vous faites appel à des archétypes comme s'il existait un cliché qui définirait une bonne épouse. Les repères sont très divergents, hein. Selon qu'on est chrétien, selon qu'on est traditionnaliste africain, selon qu'on est musulman, mais tout ça, ça relève toujours de la notion d'archétype, des clichés qu'on recherche. Et il y a une des participantes, Madame Combele, je crois... Combel, en fait. Combel, voilà, qui disait que c'est un homme qui fait une bonne épouse. Et j'ai bien aimé l'expression, parce qu'en réalité, l'homme fait une bonne épouse et c'est la femme qui fait un bon époux. Et que la vraie question se situe autour de l'harmonie. Qu'est-ce que c'est que la relation conjugale harmonieuse? Et on voit à ce moment que la relation conjugale harmonieuse, c'est une relation qui épanouit les deux conjoints et qui leur apporte de la sécurité, de la réassurance dans les besoins d'estime, les besoins d'appartenance et de construire ensemble. Et c'est à partir de ce critère-là qu'on peut se poser la question de savoir qui est bonne épouse pour qui, parce que c'est l'époux qui estime que son épouse est une bonne épouse. Et c'est l'épouse aussi qui estime que son mari est un bon époux. Maintenant, concernant le fait qu'on aille chercher au pays, je disais tout à l'heure qu'il fallait voir avec les trajectoires personnelles, mais ce qui se joue au cœur, c'est d'abord... Parce que quand on va chercher un époux ou qu'on part chercher une épouse, quand on parle d'Afrique, c'est pas que l'Afrique subsaharienne. C'est très courant au Maghreb aussi. Voilà. Les familles et les couples que je reçois, je suis régulièrement confronté à ça. C'est la notion d'idéal. Que comprend l'idéal
de celui qui va chercher une épouse ou un époux au pays, mais le cas aujourd'hui, c'est celles qui vont chercher des époux. Mais je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une quête de réconciliation avec un ailleurs nostalgique qui n'a pas été quitté complètement parce que la personne est habitée par cet ailleurs. Donc, la réconciliation avec cet ailleurs qui peut reposer sur de l'ethnique, sur du culturel, parce que cet ailleurs est le connaissable connu. Et que, en tant que connaissable connu, c'est celui auquel on pense. Ce n'est qu'une pensée. On pense plus facilement s'identifier. Or, construire le couple est encore beaucoup plus complexe que cela. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien, pour ceux et celles qui prennent notre marche maintenant, donc nous sommes dans la partie réservée à notre débat radiophonique dans le cadre de notre réflexion. Donc ce soir, nous essayons de comprendre pourquoi aujourd'hui les uns et les autres vont chercher l'âme sœur sur le continent et pourtant en France, on trouve bien des hommes et des femmes. En France, il y en a. Y a-t-il pénurie au regard de certains? Ou alors, comme le dit dans notre consultant de ce soir, Louis-Marie Semnémé, il en est à la recherche d'une certaine nostalgie. Et donc, la question de savoir quelles sont, pour celles qui sont avec nous ce soir, les femmes d'origine africaine, quelles sont les difficultés qu'on rencontre régulièrement aujourd'hui dans le cadre des vies de couple qu'on retrouve ici en Occident et qu'on ne retrouve pas, à votre observation bien entendu, sur le continent? Moi, je voulais réagir sur le problème de nostalgie et j'aimerais poser la question justement aux spécialistes. Est-ce qu'on peut baser une histoire d'amour que sur la nostalgie? Je m'explique. On est un couple afro-africain. On vit en France, on s'est connus ici. Il y a peut-être nos trajectoires de vie qui ont fait qu'on s'est rencontrés ici. On vient du même pays. Et pourquoi on va dire, je suis restée par exemple avec mon compatriote, je vais aller chercher celui qui va rester au pays, sachant qu'au pays aussi, la société a évolué et finalement, est-ce que la nostalgie peut rester la seule cause qu'on aille chercher ou plutôt, moi je pencherais plutôt peut-être sur l'idéal, puisqu'on est resté avec son compatriote. Pour vous, quand elles vont en Afrique, elles vont chercher quoi? Comme je vais me répéter en fait. Allez-y. Quand elles vont en Afrique, pour moi, ce que je constate, parce que moi aussi je suis amoureuse, 18 ans en couple, maman de 2 filles, 13 ans aujourd'hui, bon anniversaire, Koumoué de la part de maman, et puis encore bravo pour vos résultats d'aujourd'hui, donc double surprise pour moi. En tant que mère, femme qui travaille, je me dis, le rêve de toute femme, je pense que ça arrive très tôt, c'est une robe de princesse, mariage, bébé. C'est au-delà même de la culture, parce que j'ai travaillé en tant qu'étudiante avec des enfants, en tant que nounou, et souvent, une petite fille, très très jeune, elle commence déjà à parler de mariage. Je vais me marier, j'aurai une robe blanche, j'aurai un monsieur, j'aurai un chéri. C'est très très tôt. Dans la cour de récréation, déjà, on commence à entendre mon amoureux. Et les femmes restent accrochées à ça. Ça peut paraître utopique pour certaines personnes, mais c'est comme ça, c'est la nature féminine. On aime ça, on aime rêver, on aime s'imaginer des choses. Et donc, dans ce rêve, qui souvent on n'arrive pas à réaliser, à concrétiser, on tente tout. Tout, c'est aussi... j'ai peut-être pas trouvé ici, mais qu'est-ce qui me dit pas que en allant ailleurs, je trouverai? C'est comme aujourd'hui, je vois dans certaines émissions des hommes qui vont en Thaïlande prendre des femmes au Vietnam et autres, ou même en Europe de l'Est. Parce que je pense que tout être humain a ce rêve, en fait, de créer un couple, de former un couple. Et quand, sur place, elles ne trouvent pas, l'avantage qu'elles ont, entre guillemets, c'est qu'elles ont une double culture. Elles se disent, mais je n'ai pas trouvé sur place, pourtant je viens d'un endroit où il y en a aussi, qui peuvent m'aimer.
pourquoi ne pas essayer? Peut-être que mon âme sœur est restée de là où je suis partie. Et donc, je pense que c'est dans cette logique de trouver l'âme sœur, de trouver cet homme idéal qui va lui permettre d'être équilibré, de vivre ce rêve qu'elle essaye, en fait, qu'elle tente. Elle est à la recherche, donc, en fait, du prince charmant, de l'âme sœur. Prince charmant, peut-être pas, mais surtout l'âme sœur. Cet homme qui va faire que sa vie soit, entre guillemets, équilibrée. Parce qu'il y a bien des femmes ici qui arrivent à vivre seules, qui s'en sortent sans problème. Mais dans notre culture, on va plutôt dire notre culture, parce que c'est vraiment ça. On a tendance, aussi bien les Maghrébins, l'Afrique subsaharienne, on nous dit que l'équilibre d'une femme, c'est un homme. Même si aujourd'hui on nous dit, oui, c'est derrière un grand homme que se cache une dame. Mais justement, c'est parce que cette dame est dans la logique de, il faut que mon mari soit bien, qu'il soit équilibré, qu'il soit tranquille pour accomplir ce qu'il a à faire. Au final, la femme va chercher son équilibre auprès d'un homme qu'elle va chercher quelque part. Peu importe. Et l'impression qu'on a aussi, c'est que les hommes eux-mêmes ont besoin de cet équilibre-là. Ils vont le chercher vers des femmes. Et au final, j'ai l'impression qu'on commence à approcher un peu la difficulté. C'est-à-dire que les uns et les autres recherchent quelque chose qu'on attend de l'autre. Et au lieu de le produire, de créer, de générer, de s'auto-générer, on passe le temps à aller chercher auprès de l'autre. Je me tourne vers Bellevue Marie, parce que j'ai l'impression d'entendre cela en fait en filigrane. C'est-à-dire que la femme va chercher cet équilibre-là. Yolène a dit quelque chose tout à l'heure quand elle parlait des hommes qui partent du pays, enfin de l'Afrique. Il faut noter que l'immigration infantile est extrêmement rare. C'est en général dans des cas de regroupement familiale, mais que dans la majorité des cas d'immigration, c'est soit l'immigration d'aventure qui est faite de personnes déjà en âge adulte, ou l'immigration d'études qui est également faite de personnes en âge adulte. Ce que Yolène disait, elle évoquait le cas de ceux qui étaient déjà dans des relations, engagés dans des relations dans leur pays. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque vous savez que le mariage n'est pas qu'une affaire de deux personnes dans les cultures subsahariennes et même maghrébines. Et que lorsque un jeune étudiant ou un jeune aventurier doit partir du pays ou du village pour se rendre en Europe, une question que lui pose en général la mère, et ça revient à ce que Madame Campbell disait tout à l'heure sur que je peux appeler la mythification du mariage. C'est-à-dire que le mariage est vu comme fait partie des rites d'accomplissement de l'être. Voilà, vous voyez par exemple le jeune qui se marie, c'est à ce moment que le papa lui donne une maison, la babassar, et pour qu'il devienne aussi une tête de famille. Et donc très souvent, lorsque ce jeune-là part, ces jeunes partent, ils sont déjà en âge adulte. Une question qui leur est posée, c'est quelle est la femme que tu nous laisses? Parce que c'est elle qui est la femme de la famille. Et donc, beaucoup de ces jeunes, quand ils arrivent ici, ils sont pris dans pas mal de conflits de loyauté entre la réalité de la vie d'ici, qu'ils ont peut-être fait 10 ans et qu'ils ont rencontré quelqu'un, mais en même temps la dette d'honneur. Il y a une dette d'honneur parce que les fiançailles restent un engagement, même si ça a été juste un échange de cola. Et vous savez ce que signifie la cola en Afrique subsaharienne. Et que dès lors qu'il y a eu cet échange de cola et de vin de palme, il y a un engagement et une dette d'honneur que l'enfant, le jeune qui part, ne peut pas se permettre de déshonorer. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cas, ils repartent chercher cette femme. C'est en même temps le mythe aussi de l'enfant prodige qui est parti chercher la vie pour revenir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. 04 78 21 05 95. Une auditrice nous a rejoint. Il s'agit de Madame Léo. C'est bien cela? Bonsoir. Bonsoir, Madame. Comment vous appelez? Bonsoir. Léo Kadimira Pindi, et merci de m'avoir invité à votre radio. Bien, ce soir, nous réfléchissons sur les difficultés. Oui, il y a des difficultés. À partir du moment où on va chercher ailleurs l'âme sœur, ça laisse croire que sur place, il n'y a pas, soit il n'y a pas de choix, ou alors on n'a pas trouvé pointure à son pied, je ne sais pas comment on le dit. À votre avis,
Pourquoi aujourd'hui, hier, ce sont les hommes qui allaient régulièrement chercher les chéris pour parler comme cela en Afrique. Les femmes aussi commencent à y aller. Que se passe-t-il? Où est le problème, Mireille, Léo? Alors, je n'ai pas une expérience en tant que telle, mais je pense que s'il faut regarder sur le plan sociétal, on pourrait dire tout simplement que les couples en France ont du mal à s'accorder. Pourquoi je le dis? Parce que avant, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les hommes allaient chercher les femmes au pays parce que, à un moment donné, je prends le cas de l'homme africain, en première noce, épouser soit une femme du pays, donc une occidentale, et après, finalement, souvent il y a différence de culture, différence on va dire de base commune, et finalement vont chercher une femme qu'ils croient être à la hauteur par rapport à un regard de même culture. Et finalement, ces femmes, quand elles viennent ici, ne s'accordent pas non plus. Et ça, c'est le côté homme. Alors finalement, aujourd'hui, on se rend compte que les femmes, on est maintenant dans le même cas que nos hommes il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, finalement, les hommes n'y vont plus, ils vont plus au pays, mais c'est plutôt les femmes qui vont en retour vers l'Afrique. Et ces femmes, d'ailleurs, à titre, on va dire un peu rigolo, comme ça, sont appelées occasions d'Europe. Donc une femme qui quitte voilà. Oui, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Une femme qui quitte l'Europe, qui va chercher un homme au pays, est appelée occasion d'Europe. Donc, en général, ces hommes en Afrique sont mariés, ont déjà un foyer. Donc, nous arrivons comme juste pour l'amusement ou comme servir d'un peu d'une voiture d'occasion d'Europe. Pourquoi ça se fait? Tout simplement parce que le mariage est une institution qui est assez régulée et surtout assez dure en France. Donc, les femmes, quand elles vont là-bas, elles espèrent qu'avec leur statut de françaises, de parisiennes, de femmes occidentales, de femmes émancipées, vont un petit peu effrayer ou avoir un regard plus sympa ou plus clément. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que même les hommes qui sont restés là-bas, finalement, n'ont pas perdu de ce côté femme soumise, alors que la femme, justement, qui vient chercher, elle est émancipée, elle a quasiment tout. Elle ne cherche que l'amour. Mais est-ce que c'est pas une façon finalement d'acheter cet amour? Donc il y a toujours discorde et finalement ça ne marche pas non plus. La question est posée, est-ce que c'est pas une façon d'acheter justement cet amour? L'impression, on va dire assez qui m'a traversé lorsque j'écoutais les uns et les autres, c'est que la femme dit moi j'ai les moyens aujourd'hui, j'ai les moyens aujourd'hui d'aller me trouver un homme. Ce n'est pas que les hommes qui peuvent se trouver une femme, mais j'ai les moyens. Donc c'est une question de moyens. On va acheter un homme? Non, on va pas acheter un homme, mais c'est vrai que, comme a dit Louis-Marie, il y a un problème de trajectoire, et puis aujourd'hui, il y a aussi les droits de la femme. Bon, la femme qui quitte son pays, qui vient en Europe, donc elle fait des études, elle s'émancipe aussi. Et aussi, comme disait Léo, la vie... Moi, je pense aussi, il y a... la pression familiale qui est quand même assez lointaine, et du coup, parce que en Afrique, moi je vois, quand je vois ma mère, mon père, ma mère, c'était des épouses qui étaient quand même bien formatées. Si on voit les mamans de notre génération, c'était des épouses, on va pas utiliser soumises, c'est pas le cas, puisque c'est des femmes qui travaillaient, mais c'était ça, parce qu'il y avait la belle famille qui était là. Moi, j'ai parlé d'une grand-mère qui était à peine, elle avait quoi, 1m55, mais quand elle arrivait chez nous, c'était elle qui gérait le foyer le foyer de son fils. Donc, ici en France, il n'y a pas ça. La femme, elle vient de découvrir notre société, et le problème, c'est de savoir comment la femme intègre justement tout ce qu'elle vient rencontrer ici avec sa culture. Et je pense que c'est là où il y a peut-être une difficulté, où il peut avoir effectivement des dérives, parce que quand on dit que tu vas quelque part, si tu vois les gens danser avec un pied, essayer de danser. Donc, nous, on vient avec notre culture. C'est pas le fait de renier notre culture. On va quelque part, il faut aller prendre la culture du pays où on se trouve pour essayer de faire une culture qui soit assez mixte. Et je pense que c'est là où il y a les dérives. Et puis, il faut le dire aussi, les hommes qui allaient chercher les femmes, comme a dit Léo, pour les femmes, on les appelait pas les hommes d'occasion. On les prenait aussi pour l'enfant prodige, pour reprendre les termes de Jean-Marie. Donc, l'homme avait le tapis rouge, n'avait pas de préjugés pour aller chercher son épouse. Et on oublie aussi que, malheureusement, en Afrique, même s'il y a encore la présence familiale, là-bas aussi, les choses ont évolué. Il y a les médias qui montrent aussi une autre image de la France. Quand on vient en France, ceux qui sont au pays, ils veulent même avoir plus que ceux qui sont ici, parce que justement, il y a la télé, ils regardent.
Donc, à mon avis, est-ce qu'on va acheter un homme moi personnellement, non, puisque moi je suis une grande sentimentale et pour moi, l'amour n'a rien à voir avec l'argent. L'amour n'a rien à voir avec l'argent, mais on a quand même l'impression que quand on va là chez Chauva, on va le chercher, c'est que quelque part il me doit quelque chose, ou il ou elle me doit quelque chose, parce que c'est grâce à moi que tu es ici. C'est pas le cas pour Yolène. Non, parce que justement, on ne peut pas baser une relation sur dire, moi je vais faire quelque chose. Tu me dois la reconnaissance, et je pars du principe qu'un homme ou une femme qui fait quelque chose à sa femme, par principe, ne doit rien attendre. Il cherche l'épanouissement de son conjoint, donc s'il a tout pour donner, donc ces données sont pourtant dire de recevoir. Et après, les personnes qui sont bien composées, quand ils reçoivent, ils savent donner aussi. On dit la vie, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, on ne peut pas toujours être dans un sens je donne, ou je reçois. C'est un juste milieu, c'est un équilibre. Et pour moi, dès qu'on met l'argent ou autre chose avant même l'amour, c'est mort. Ça, c'est mort. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Je me tourne vers Natacha Mengue. Oui. Celui ou celle qu'on va chercher, en la ramenant ici, il ou elle nous doit quelque chose. Déjà, moi je vais parler mon propre cas, ma situation. Si j'ai décidé d'épouser un Européen, c'est parce que il y a eu certains événements dans ma famille. Donc, j'ai grandi, je suis la Benjamine d'une famille. J'ai 4 grandes sœurs. J'ai vu qu'elles étaient en couple avec des... Des blancs ou des noirs? Disons les choses comme elles sont. Des noirs, des Gabonais. Et alors? Et donc, j'ai vu la tromperie. J'ai vu... Vous entendez me dire que là, les hommes noirs trompent les femmes, c'est ça? Non, c'est pas ça. La tromperie, elle est où? C'est-à-dire que dès mon jeune âge, j'avais déjà remarqué cela. Qui trompe qui? Les hommes qui trompaient les femmes. Ah, c'est clairement dit, c'est dur ça. Oui, bon, j'avais 3 sœurs, 4 grandes sœurs, c'est-à-dire il y avait une qui vivait avec un Européen et les trois et l'Européen ne trompe pas. Je veux comprendre dans une phrase. Non, je vais vous dire, j'avais 12 ans lorsque j'ai vu tout ceci. Donc, il y avait mes autres grandes sœurs. Tout à l'heure, la dame parlait du poids de la belle famille. Voilà, allez-y rapidement. Voilà, il y avait le poids de la belle famille, les belles familles la belle famille qui est autoritaire, qui impose ma grande sœur, la belle fille qui devient presque femme de ménage. Moi, je trouvais tout cela inadmissible. C'est pour ça que vous avez choisi d'être avec un Européen. En résumé. Oui, je me suis C'est entendu. Donc, Natacha n'a pas voulu être une femme dans son couple et elle n'a pas voulu être trompée. Elle a choisi l'option un homme blanc. C'est entendu. Lui, Marie Sémine, c'est assez difficile. Je donne la parole. C'est assez difficile parce que là, elle est en train de nous brosser un portrait caricatural de l'homme noir. Est-ce que c'est plus fréquent chez les noirs? Donc, en gros, pour elle, les hommes noirs trompent plus que les hommes blancs? Alors, au pays, bien sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut considérer les trajectoires personnelles. Là, elle vous dit qu'elle a vu des scènes qui l'ont choquée et traumatisée. Et qui l'ont traumatisée par rapport à une relation conjugale endogamique ou de personnes de même culture. Et que ce traumatisme l'a amené à rechercher une réparation, à rêver d'un idéal qui est ailleurs. Un idéal qui proviendrait d'une autre culture. Voilà, en termes de réparation personnelle. Maintenant, pour parler de l'infidélité, il faut savoir qu'il y a une notion culturelle qui rentre quand même en jeu. Ça ne veut pas dire que les Africains ont une culture de l'infidélité. Ce qui laisse entendre. Mais la monogamie est un concept extrêmement récent dans la codification de la conjugalité en Afrique subsaharienne. Au moment où nous parlons, il existe encore plusieurs pays qui légifèrent positivement la polygamie. Rien que d'introduire ce concept-là, cette possibilité par voie législative, ouvre quand même un certain nombre de portes, parce que pour prendre une deuxième femme,
il faut avoir trompé la première, à moins que... Vous voyez, c'est mécanique. Voilà, c'est logique. Pour prendre une seconde femme, il faut avoir trompé la première. Ça veut dire que la codification de la conjugalité, il y a, parce que ça date pas depuis 60 ans, par là, dans les cultures subsahariennes, reposait sur la possible acceptation qu'une autre épouse rentre dans le foyer. Ce qui peut avoir été vécu par Marie-Yvonne, peut-être... Pas Marie-Yvonne. Elle revendique, bien entendu. Oui, par Natacha, comme une situation traumatisante, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que les Africains soient plus infidèles parce que le fait qu'en Europe, ils aient eu une législation rigide là-dessus, leur a permis de développer aussi d'autres formes de pratiques de l'infidélité qui font qu'il y a des codes et des lieux où, voilà. Ce que nous retenons dans ce soir du propos de notre psychologue clinicien, c'est qu'effectivement, tout dépend des trajectoires personnelles. C'est pas parce que forcément Natacha a été traumatisée par les hommes noirs qui trompent leurs épouses que forcément, tous les hommes noirs sont des tricheurs. Marie-Yvonne Combel. Alors, moi, je vais... Rapidement, pour réagir à ce qu'elle vient de dire. Je n'épouse pas du tout son avis parce que... Heureusement. Contrairement à elle, moi, je suis issue d'une famille polygame. Moi aussi. Mais moi, je me suis dit, dans la vie, chacun de nous fait un choix et l'assume. Moi, mon choix, ça a été de dire, je veux rencontrer un homme qui va faire de moi une femme heureuse, qui me laissera travailler parce que j'avais mes propres exigences. Je voulais finir mes études, je voulais faire de très bonnes études. Donc, j'ai fait un diplôme d'ingénieur dans une très bonne école parce que justement, il me l'a permis. Je me suis mariée très tôt. À 21 ans, j'étais mariée. Mais j'ai dit, je prends sur moi, je veux que cet homme me rende heureuse. Bien, c'est clairement dit en fait. On tourne autour de ce qu'a dit Louis-Marie Sem, même qu'à dire concrètement, c'est une trajectoire individuelle. Et au point où les questions qu'on pose ce soir, la difficulté qu'on recherche ce soir, elle n'est pas très clairement ressortie, à savoir pourquoi aller chercher ailleurs. Pourquoi aller forcément aller chercher ailleurs? Les hommes, les femmes le font. C'est qu'on pourrait trouver sur place. C'est que individuellement, on a quelque chose qu'on recherche parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on peut trouver un homme et une femme là où on se trouve et être heureux. Oui, on ne peut pas dire que la réponse n'est pas apparue. C'est que ce que je veux dire à travers la notion de trajectoire personnelle, c'est qu'il y a plusieurs aspects qu'on peut aborder pour répondre à la question. Il y a quelques axes qui sont apparus. Il y a Léo qui vient d'intervenir par téléphone, qui parlait de ces hommes qui sont comment elle les a appelés, les robes d'occasion. Voilà, robes d'occasion. Il y a un élément qui rentre en jeu parce que ça existe, ce dont elle parle là, ça existe. Il y a un chercheur camerounais, Billy Armand, qui a développé ça. Il a sur l'histoire des relations, des interactions culturelles, et parlait du complexe de colonisé. Le complexe du colonisé qui continue à voir l'Europe comme un lieu de rêve. Maintenant, on peut considérer les trajectoires, par exemple, de certaines femmes, comme les prostituées. Oui. C'est des personnes qui m'arrivent de recevoir en consultation, qui vont chercher des maris en Afrique. Pourquoi elles vont chercher des maris en Afrique? C'est en quelque sorte un faire valoir, une cure d'identité. Donc, c'est lui qui vient les réhabiliter. Dans la société dans laquelle elles vivent. Très bien. C'est avec cette belle phrase du psychologue clinicien Louis-Marie Sem que nous allons vous quitter, amis auditeurs, ce soir. Il est clair que nous n'avons vraiment pas pénétré davantage ce sujet. Rendez-vous est donc pris mardi prochain. Je rappelle donc aux uns et aux autres que l'association des Congolais de la région du Grand Lyon vous attend samedi prochain.